OK. Tu es prête? Oui. OK, bonjour à tous. Bienvenue à notre dernière série du webinaire appelée Rédaction d'un plan de développement et d'exportation. Nous avons avec nous aujourd'hui Claire Effacian, agente de développement, d'exportation et commerce international avec les femmes en affaires Nouveau-Brunswick. La présentation de Claire va durer environ 50 minutes et va être suivie par une session de questions et réponses. La session va être enregistrée et va être disponible sur notre chaîne YouTube pour partager avec vos clients et pour le regarder vous-même. Et pour ceux et celles qui ne pourraient pas être parmi, nous devrons cette session cet après-midi. Merci, Claire. Oui, bonjour à tous. Merci d'être présents au webinaire sur la rédaction d'un plan d'affaires export. Donc, nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est un plan d'affaires export et quels sont les éléments qui doivent absolument être présentés. OK. Donc, voilà, les éléments essentiels d'un plan d'affaires d'exportation, ça va être donc la description de l'entreprise. On va aussi décrire les produits ou les services qu'on va offrir et les marchés qu'on va viser. On va aussi mettre en lumière l'objectif du plan d'export international et les stratégies d'entrée sur le marché qu'on voudra mettre en place, le plan tactique. On va montrer aussi qu'on a identifié les risques et les solutions et on va pouvoir mettre en place un calendrier de mise en œuvre des actions ciblées. Donc, qu'est-ce que c'est un plan d'affaires d'exportation? En fait, c'est une feuille de route qui va permettre à l'entreprise d'accroître sa présence et sa performance à l'étranger. Il faut faire un diagnostic export au préalable afin de savoir déjà si on est prêt à se lancer dans l'exportation et afin aussi d'identifier les marchés qu'on va cibler. Alors, ce n'est pas un outil qui est figé, on va vraiment le faire évoluer au fur et à mesure de son voyage vers l'exportation en fonction des résultats réels. En fait, on pourra comparer les objectifs du départ avec les résultats qu'on a obtenus et comme ça, on va être en mesure de mesurer en fait l'efficacité ou non des stratégies qu'on aura choisies. Donc, tout comme le plan d'affaires de l'entreprise, le plan d'affaires export, il va débuter par une présentation de la compagnie. Donc, description de la compagnie. Alors, vous pouvez très bien réutiliser des parties de votre plan d'affaires d'entreprise, en tout cas pour cette partie-là du plan d'affaires export. On va reprendre l'historique de l'entreprise, sa situation actuelle, quelles sont les activités de l'entreprise, sa vision, les objectifs à court terme et objectifs à moyen terme, des données aussi sur l'industrie, l'environnement concurrentiel, et le positionnement qu'on va avoir par rapport justement à nos concurrents sur le marché domestique. Ensuite, on va faire une description de l'organisation des ressources humaines de l'entreprise, donc avec une biographie du ou des dirigeants, avec un peu une description de l'équipe et de leur niveau d'expertise. Donc, est-ce qu'on a déjà en fait un personnel qui est qualifié pour se lancer dans l'export et surtout sur les marchés qu'on aura ciblés? Donc, est-ce qu'on parle les langues étrangères? Est-ce qu'on a déjà une connaissance des procédures export, par exemple? Le niveau d'engagement, ça va être en fait combien de temps on va être capable de consacrer à ce projet. On va aussi décrire ici si on a de l'expérience ou pas à l'international, si on a déjà conclu des alliances stratégiques à l'international. Et puis, on va aussi décrire notre capacité de production et puis la capacité qu'on a aussi à augmenter notre production. On va aussi remettre les forces et les faiblesses et donc les défis et les enjeux qu'on aura identifiés lors du diagnostic international. Et puis, on va remettre ça un peu dans le contexte des pays ciblés. Alors, ensuite, description donc, des produits ou des services et des marchés cibles. Donc ici, en fait, on va présenter clairement les produits et les services qu'on aura sélectionnés pour nos marchés export. Et ensuite, on va parler des marchés export, justement, qu'on aura ciblés. Donc, description des produits et des services.
est-ce qu'on a des avantages concurrentiels, vraiment des points à mettre en avant qui nous permettent de nous différencier de nos concurrents? Est-ce qu'on a des licences, des certifications et est-ce qu'il faudra en avoir d'autres, de nouvelles pour pouvoir justement mettre nos produits sur ces marchés cibles? Donc, est-ce qu'il y aura besoin d'adaptations nécessaires pour la mise en marché, donc au niveau de la langue, du format du produit, de l'emballage, de l'étiquetage, parfois de la composition? Donc, il faut toujours garder en tête que, à cause des coutumes d'achat, des réglementations ou des interdictions, des certifications qui peuvent être demandées, il va falloir parfois mettre de côté certains produits. Donc, justement, ceux-là, on ne va pas les sélectionner parce que ce serait trop compliqué ou que ça ne correspondrait pas à notre marché cible. Alors là, on a pris des exemples de... Voilà, parce qu'on a dit également qu'un bon vendeur donc sur notre marché domestique, ce n'est pas forcément un bon choix pour les marchés d'exportation parce que chaque marché est vraiment différent, la consommation est différente, les besoins sont différents. Là, on a deux exemples qui vont être UPS et Puma. Donc, si on prend par exemple le cas d'UPS, ils ont commencé leur expansion vers l'Europe en démarrant par l'Allemagne. Donc, il y a deux problèmes qui se sont posés en Allemagne. Déjà, ils avaient décidé de payer leurs livreurs le même salaire que le salaire qu'ils donnaient habituellement aux livreurs aux États-Unis. Et en fait, c'était vraiment pas attractif pour les livreurs allemands. Ça correspondait pas au salaire qui aurait dû être payé sur ce marché allemand. Et le deuxième problème, c'est que les uniformes en fait des livreurs d'UPS qui sont marrons ont été très mal perçus par la population parce qu'en fait, ça rappelait vraiment énormément l'uniforme en fait des nazis. Ça rappelait terriblement les nazis qui étaient au niveau de la partie paramilitaire aérienne. Ils avaient aussi des chemises comme ça marron et ils étaient surnommés justement les brown shirts, les chemises marron. Donc ça a vraiment fait un rappel très très négatif de l'histoire. Donc ça a été un problème lors de l'implantation. Ils ont aussi eu un problème en Espagne, toujours à cause de cette couleur marron du PS, parce qu'en fait, les corbillards en Espagne sont marrons. Et en plus, les voitures, les petits camions européens ont une forme un peu allongée, comme celle que vous voyez sur la photo. Et donc, ça rappelait vraiment, ça faisait vraiment beaucoup trop penser à un corbillard, tout simplement. L'autre exemple, c'était Puma qui a fait une erreur, vraiment une erreur d'implantation dans le lancement d'un nouveau produit. Ils avaient décidé de lancer une édition spéciale avec le drapeau, en fait, en reprenant le drapeau des Émirats arabes unis pour fêter les 40 ans de la journée nationale. Et en fait, le problème, c'est que ça a été vraiment très insultant et très mal perçu parce que le drapeau là-bas est vraiment sacré et que la perception des chaussures est vraiment différente. La chaussure, traditionnellement, elle a une image de sale, d'impureté, de saleté. Donc, ça a été vraiment pris comme très insultant. Donc, Puma a dû vraiment faire des excuses officiellement, essayer d'expliquer leur décision qui était plutôt pour rendre hommage aux 40 ans, pour souligner les 40 ans de la nation. Mais donc, ils ont dû évidemment retirer toutes les chaussures là, de tous les points de vente. Donc, ça a été quand même un point noir dans leur expansion sur ce marché-là. Et alors, vice-versa, un vendeur moyen ou médiocre sur notre marché domestique, il peut rencontrer une forte demande à l'export. Donc, si on prend l'exemple au Nouveau-Brunswick et même dans l'Atlantique, on va prendre l'exemple tout simplement des concombres des mers et puis des harengs fumés qui sont quasi totalement exportés à l'étranger, en dehors du Canada. On n'a pas vraiment de demande locale, on a vraiment une demande pour l'exportation. Donc ensuite, on va continuer vraiment en présentant les marchés internationaux qu'on aura ciblés, en faisant une étude succincte du marché, donc la taille du marché, les principaux segments, le profil socio-démographique et socio-économique, et puis le milieu politique. Donc la politique, ça peut avoir des répercussions très importantes à l'étranger. Il faut vraiment rester tout le temps informé sur ce qui se passe là-bas pour bien savoir dans quoi on s'engage.
Alors, on va aussi décrire donc, les principaux acteurs donc, sur le marché, donc notre concurrence internationale et leurs parts de marché. Les parts de marché qui sont occupées par les importations. Donc, qu'est-ce que ça représente par rapport aux produits locaux? La tendance de la demande et puis le processus d'achat, donc les coutumes, les critères d'achat, la fréquence, le volume et bien d'autres. Alors, quand on fait une expansion, ou surtout quand on démarre à l'exportation, qu'on fait notre premier plan d'exportation, il faut vraiment commencer petit, c'est-à-dire soit vraiment cibler uniquement un pays étranger ou un groupe de pays similaires. Et si, par exemple, on s'attaque à un marché qui est très, très vaste, hein, comme les États-Unis ou la Chine, là, on peut même commencer par une petite zone, une zone sur le marché. Et une fois qu'on a validé notre stratégie commerciale, là, on va vraiment pouvoir se déployer au fur et à mesure sur d'autres secteurs. Par exemple, là, on pourrait très bien démarrer par la Nouvelle-Angleterre. Ensuite, on va continuer, une fois qu'on aura validé notre stratégie, on continue sur la côte Est. Puis, on peut attaquer la côte Ouest. Et puis ensuite, les Grands Lacs et le Texas, le centre, en fait, des États-Unis. Si on démarre par l'Union européenne, par exemple, on peut très bien démarrer par la France et la Belgique. Mais alors, attention, en Belgique, il y a deux langues qui sont parlées. On a le français et le flamand. Donc, il faudra quand même prendre en compte cet élément-là. Et puis, il faudra traduire tout ce qui est packaging, étiquette en flamand également. Ensuite, on va définir des objectifs. Donc, quel est notre objectif de développement à l'international? On va projeter en fait le résultat que l'entreprise souhaite atteindre suite à la mise en place de ces actions. Donc, une projection qui va se faire sur 3 à 5 ans en part de marché, donc en pourcentage, en dollars et en unités, donc en volume de produits vendus. On va aussi chiffrer la marge bénéficiaire qu'on attendra par marché, donc s'il y a plusieurs pays ciblés. Et on prendra bien sûr en compte le mix produit, donc la marge qu'on aura dégagée sur ces produits-là en particulier. On va définir donc les stratégies d'entrée sur la mise en marché. Donc, en fait, la stratégie, elle va aussi être guidée par donc, la nature des produits, par exemple, ou notre capacité de production, enfin, par un certain nombre de facteurs qui vont un petit peu quand même guider nos choix. Donc, si on prend en compte de la nature du produit, le volume et le poids du produit, sa durée de vie, par exemple, va influencer les choix logistiques. Donc, est-ce qu'on va choisir plutôt un transport en aérien très rapide ou un transport maritime un peu moins urgent? Est-ce qu'on aura besoin d'un conteneur réfrigéré, par exemple? Ensuite, la nécessité ou non de toucher ou de sentir un produit, ça va jouer aussi sur le mode de distribution. Je pense notamment aux produits parfumés ou aux produits textiles. Et puis, bien sûr, notre capacité de production, ça va jouer aussi sur la stratégie qu'on va mettre en place. Est-ce qu'on va diffuser vraiment largement nos produits parce qu'on a une capacité largement suffisante ou est-ce qu'on va y aller vraiment, faire attention, y aller petit à petit sur des marchés moins importants. Ensuite, le mode de distribution. Donc, on va choisir là, si on choisit la vente indirecte, donc business to business ou la vente directe aux consommateurs. Est-ce qu'on aura besoin de recruter une force de vente locale? Donc, ça peut être des représentants de vente indépendants qui sont souvent multicartes, qui représentent plusieurs compagnies, ou alors des salariés. Est-ce qu'on va au contraire choisir de faire un partenariat avec un importateur-distributeur qui, lui, va ensuite redispatcher les produits chez les détaillants? Est-ce qu'on aura besoin de stocker la marchandise, d'avoir un stock déporté sur le marché? Donc, dans ces cas-là, est-ce qu'on fait un investissement ou est-ce qu'on choisit de travailler avec un prestataire de service, un partenaire logistique? Il y a aussi la cession de licence, la franchise, joint venture, la création d'une filiale, par exemple. Donc, ensuite, l'accès au marché. Donc, quelles sont nos connaissances, en fait, les connaissances du marché visé et de la langue parlée? Quelles sont les ressources nécessaires, les ressources financières, pardon, qui vont être consacrées dans la mise en place de la stratégie? Est-ce qu'on a protégé notre marque ou nos produits pour ce marché? Et quels sont les documents commerciaux qui vont être requis
afin d'exporter nos produits. Alors, barrières tarifaires et non tarifaires. Donc, il faut assez vite, d'ailleurs, lors de la sélection en fait, du marché, on va regarder s'il y a des accords de libre-échange qui existent avec ce pays. Parce que le Canada a quand même de nombreux accords de libre-échange qui sont signés avec des pays étrangers et qui permettent de réduire ou d'éliminer complètement les barrières douanières. Donc, une barrière douanière, en fait, ça va juste être un droit de douane, donc un frais qu'il faut payer pour exporter nos produits sur le marché. Et les exemples de barrières non tarifaires, non douanières, ça va être des quotas d'importation, par exemple, des certifications, des normes sanitaires, des normes techniques ou des formalités administratives. Donc, en général, quand on a des accords de libre-échange de signés, que ce soit les barrières tarifaires ou non tarifaires, elles sont réduites, voire éliminées. Donc, il y a 14 accords de libre-échange en vigueur et donc qui nous donnent accès quand même à 51 pays. Donc, celui qu'on connaît bien ici, ça va être l'ALENA, qui va être donc avec bien sûr les États-Unis et le Mexique, qui va être remplacé très prochainement là, par l'ASEUM. On a également le CETA qui a été signé donc avec l'Union européenne. Et puis le PTP-GP qui est donc signé avec les pays du Pacifique. Et donc, on en a 14 en tout en vigueur. Et donc, certains qui sont partiellement en vigueur. Donc, nos plans tactiques. Donc, ça va vraiment être une explication de la procédure concrète de mise en œuvre pour la mise en place de notre stratégie commerciale, en fait. Donc, on va décrire les moyens et les efforts qu'on va mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs. Donc, il y aura des efforts qui vont être faits en marketing, en vente, en ressources humaines, en finance et en opération. Donc, marketing et vente. Donc, on va d'abord avoir une stratégie produit. Donc, au niveau de notre produit, forcément, par rapport aux produits visés, il faudra quand même faire une étude de marché par rapport à ça. Il y a certaines couleurs, il y a certains parfums qui sont à mettre en avant ou au contraire à proscrire complètement sur certains marchés. Quand je pense aux parfums, très facilement, on va voir dans les pays arabes, en fait, on va plutôt mettre en avant les parfums boisés, orangés, le jasmin, certaines fleurs, le jasmin, ou quand je parle de parfums boisés, le santal, alors qu'en Angleterre, ça va être des parfums beaucoup plus forts, beaucoup plus sucrés, des fleurs, la vanille, ce genre de parfum. Donc là, ça va être vraiment très différent. Il faudra bien choisir sa sélection. Les dimensions aussi ou les formes des produits, elles peuvent vraiment énormément changer en fonction des pays. Si on regarde l'industrie alimentaire, en Amérique du Nord, on a des contenants qui sont très importants. La taille des paquets de chips ou les contenants de pots de confiture ou de Nutella, tout est très grand en fait. Et surtout comparé à une zone comme l'Europe, là on va avoir des contenants beaucoup plus petits, y compris les gros packs aussi. Hein. Quand on voit des magasins comme Costco qui font des packs très, très importants, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans les pays européens et ça peut poser problème quand on veut exporter notre produit dans un contenant ou un pack en fait qui correspondrait pas du tout aux habitudes de consommation. Et puis donc les formats, quand on parle de format, je pense aussi à la literie, au monde de la literie, la taille des lits et la forme des coussins par exemple, et les protections de coussins sont vraiment variables de pays en pays. Et même si on prend l'exemple de l'Europe, quand on change de pays d'Europe, là on va aussi changer de taille de lit, de taille de coussin, de forme de coussin. Donc tout ça c'est évidemment primordial si on veut essayer de s'imposer dans un pays. Parce qu'on peut vraiment passer à côté du marché, en fait. Donc ensuite, il faut quand même savoir s'il y a une certification, une normalisation à obtenir afin d'être autorisé à exporter nos produits sur ce marché. Si je pense aux articles cosmétiques ou à l'alimentaire, ou tout ce qui est articles pour enfants, c'est très contrôlé en Europe et au Japon notamment. Donc il faut vraiment avoir passé les tests et avoir obtenu les certifications avant de commencer à envoyer sa marchandise, évidemment, parce qu'on risque d'être bloqué aux douanes.
Et puis l'étiquetage, donc évidemment, il faut revoir son étiquetage en fonction des spécifications qui sont demandées par le pays. Si on pense aux États-Unis, donc la Food and Drug Administration, elle peut vous donner le guide de l'étiquetage. Je pense notamment aux produits cosmétiques ou aux produits alimentaires. Et donc ça, vous le trouvez aussi sur le site internet. Et puis il faut être sûr qu'on soit complètement aux normes avant d'envoyer les produits. Donc ensuite, stratégie de prix. Donc il y a 3 stratégies majeures. Donc l'écrémage, le fait de suivre ou la pénétration. Donc au niveau de l'écrémage, en fait, on va vraiment choisir de facturer le prix maximum qu'un client peut payer pour notre produit. Donc, c'est une stratégie qui permet vraiment de sélectionner une clientèle plus haut de gamme. Ça favorise l'image de marque et puis ça favorise aussi la marge qui est beaucoup plus confortable. Le suiveur, lui, va se positionner sur le même niveau que les leaders du marché, que ses concurrents. Il va en plus bénéficier de toutes les recherches qu'ont pu faire les concurrents qui étaient là avant lui, à moindre coût. Donc, ça peut être intéressant. Et la pénétration, à l'inverse, on va décider vraiment d'attaquer le marché avec une politique de prix bas très agressive. Donc, ça permet de gagner des parts de marché assez vite et de se positionner face à une concurrence bien implantée. Par contre, évidemment, la marge, elle est quand même touchée par cette stratégie. Donc, au niveau des publicités et promotions, il va falloir définir le budget et les actions prévues. Donc, on va prévoir donc, des voyages de prospection, forcément, des missions commerciales, peut-être visiter ou exposer sur des salons internationaux. Il va falloir probablement traduire le site internet et puis adapter son catalogue, déjà par la langue, et puis aussi s'adapter au marché. Si vous attaquez le marché européen, il va falloir que le catalogue soit en centimètres ou en millimètres, millilitres. Il faut que ça corresponde à tout ça, puis kilogrammes, etc. Et puis, on va bien sûr prévoir probablement de recruter une force de vente locale pour promouvoir justement nos produits sur le marché. Au niveau de la distribution et logistique, donc là, on va vraiment choisir qui est notre transporteur, le mode de transport choisi. Donc, est-ce qu'on fait du cargo maritime? Est-ce qu'on choisit l'aérien, le ferroviaire, le fluvial? On va choisir également notre courtier en douane, donc notre partenaire qui va vraiment se charger du dédouanement de la marchandise, et donc le circuit de distribution et les partenaires qu'on aura déterminés. Ensuite, au niveau du service après-vente, est-ce qu'on va être capable d'en offrir un à l'exportation et quel est le niveau de service qui sera offert? Parce qu'il va falloir tenir compte du décalage horaire, du coût, si on doit envoyer des pièces de rechange ou des choses comme ça. C'est un coût forcément plus important à l'export. Donc ensuite, dans le plan tactique, on va définir notre politique de ressources humaines. Donc là, on va décrire donc la politique qui va être mise en œuvre pour répondre au projet de développement international. On peut joindre un organigramme de l'équipe qui va être dédié au projet. Donc l'équipe, le rôle de chacun, la formation et la qualification de chacun et la rémunération. Et puis, on va aussi expliquer si on a besoin ou non du recrutement, par exemple, d'un gestionnaire export ou d'une assistante administrative export pour nous permettre d'atteindre nos objectifs et de gérer les commandes export. Donc, au niveau des finances, donc toujours au niveau de la stratégie financière, donc maintenant qu'on a choisi une stratégie au niveau du positionnement du prix, il va quand même falloir donc calculer son prix de vente export. Donc, il faut prendre compte bien sûr de son coût de revient et puis inclure tous les coûts additionnels qui peuvent être liés à la conquête de marché, donc, comme la certification, un emballage renforcé, un conditionnement ou un étiquetage adapté, un transport qui est souvent plus important, les frais de change et les frais bancaires, par exemple. Et au niveau des conditions de vente, donc quelles conditions on va pouvoir offrir à nos clients? Est-ce qu'on les fait payer vraiment à la commande? Est-ce qu'on leur accorde des facilités de paiement, 30 jours par exemple? On peut faire aussi du 30-70, donc 30% à la commande, 70% avant départ, pour se sécuriser en fait.
Alors, donc là-dedans, donc dans son prix, il va falloir tenir compte des incoterms. Donc, les incoterms, en fait, c'est un acronyme. Ce sont des règles internationales qui sont comprises par et connues de tous les importateurs-exportateurs dans le monde. Donc, c'est un acronyme qui veut dire International Commercial Terms. C'est une marque de la Chambre de commerce internationale et elle est déposée dans plusieurs pays. Et en fait, ce sont des règles qui permettent de déterminer qui va être responsable du coût de transport, des coûts et des responsabilités entre un acheteur et un vendeur. Donc, c'est vraiment reconnu partout dans le monde. Donc, ça définit clairement les conditions de vente, qu'est-ce qui est inclus dans le prix. Donc, on va regarder vraiment rapidement, mais si je prends le ex-work, par exemple, là, c'est-à-dire que dans mon prix de vente, je mets juste ma marchandise à disposition de mon client. Je prépare ma marchandise, mes palettes sont prêtes, elles sont prêtes à être enlevées par le transporteur que mon client aura choisi et il s'occupe de tout. Donc moi, en fait, je prépare juste ma marchandise et voilà. Tout le reste est organisé par mon client et payé par mon client. Donc le transport international, le transport national, le dédouanement, les frais logistiques, tout. Et à l'inverse complètement de l'export, on a le DDP. Donc là, c'est totalement le contraire, c'est-à-dire que dans mon prix est inclus tout le transport au Canada, le transport international, le post-acheminement ensuite sur le territoire pour aller jusqu'à l'entrepôt de mon client. Et donc, bien sûr, le dédouanement et le transfert du risque aussi, s'il arrive quelque chose à la marchandise, ça se fait au dernier moment, donc à la livraison chez mon client. Donc, ça veut dire que ça, à un moment donné, il faut quand même le prévoir dans le coût du produit. Et voilà, donc c'est important de connaître les incoterms pour que ce soit clairement défini qu'est-ce qui est inclus dans mon prix, qu'est-ce que je prends en charge et qu'est-ce que mon client va prendre en charge. Donc ça, c'est une autre vue des incoterms. Donc ils sont revus tous les 10 ans là, et ils viennent de lancer les nouveaux incoterms 2020 qui devraient rester pendant une dizaine d'années. Donc au niveau des modes de paiement, il va falloir quand même se sécuriser un minimum parce que c'est pas facile d'aller chercher de l'argent à l'autre bout du monde. Donc, il y a différents modes qui existent. Donc, on a le paiement SWIFT, qui est en fait un virement bancaire international. Et la traite bancaire internationale, en fait, c'est un chèque de banque qui est prévu pour l'international. Ça, c'est peu coûteux, mais c'est long. Donc, il ne faut pas que ce soit une transaction trop pressée si on veut utiliser ça. Il y a bien sûr les cartes de crédit. Et puis là, on a deux produits offerts par les banques. Donc, la remise documentaire, là en bas. Donc là, en fait, c'est la banque du vendeur qui va remettre les documents à la banque de l'acheteur contre paiement. Donc, les documents, en fait, qui sont nécessaires pour dédouaner la marchandise et prendre possession de la marchandise. Donc, le client ne pourrait pas, de toute façon, avoir la marchandise sans avoir procédé au paiement. Le problème de cette... Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de confiance quand on fait une remise documentaire, c'est plus simple. Mais ça ne garantit pas si l'acheteur change d'avis et que finalement il ne veut plus de la marchandise, et rien ne l'oblige à payer. Alors que la lettre de crédit, c'est vraiment un moyen très sécuritaire pour le vendeur et pour l'acheteur, pour les deux parties, parce qu'en fait, la banque, elle est mandatée de remettre le paiement, donc la banque du client, après avoir vérifié la conformité de tous les documents qui sont nécessaires et qui seront remis par l'exportateur. Donc là, ça permet paiement SWIFT, traite bancaire, carte de crédit. Bon, ça, c'est plutôt des choses qu'on demande avant l'envoi de la marchandise. Donc, ça sécurise beaucoup le vendeur, uniquement le vendeur. Et puis, les deux autres paiements sécurisent quand même un peu les deux parties. Alors ensuite, pour sécuriser ces transactions, donc, on va devoir sécuriser ces recevables. Je veux dire, si le risque est important, parce que tout ça, ça a un coût, mais dès qu'on a des montants quand même importants, c'est important de se sécuriser parce que, comme je le disais, c'est très compliqué d'aller chercher de l'argent à l'étranger. Donc, il y a EDC, Export Development Canada, qui offre des assurances sur les recevables. Donc, ils assurent jusqu'à 90% de vos recevables. Et ils sont aussi capables de faire une enquête de fiabilité. Si vous avez
un prospect ou une entente qui est en train de se mettre en place, mais vous ne connaissez pas bien votre acheteur, ils peuvent quand même mener une enquête, eux, pour vous, déjà vous donner la tendance, en fait, est-ce que c'est quelqu'un de sérieux et de fiable. Ensuite, il faudrait se protéger contre éventuellement la gestion de la fluctuation du taux de change. Donc là, il y a différents instruments bancaires qui sont proposés, notamment les contrats de change à terme, les options sur devises. Donc ça a également un coût, mais ça vous permet vraiment de savoir à quel taux vous allez encaisser, à quel taux vous avez vendu votre produit et de maîtriser ça. Parce que c'est vrai qu'une fluctuation de taux de change, ça peut très vite vous grignoter une bonne partie de votre marge. Et puis l'autre point ici, c'est aussi de travailler dans une monnaie stable, une monnaie internationale stable, et de ne pas aller sur des monnaies trop dangereuses. Donc au niveau du budget, donc on va présenter un budget d'exploitation. On va définir nos coûts commerciaux, donc est-ce qu'on a eu des adaptations de produits, le coût de la force de vente. On va définir aussi les coûts de marketing et de promotion, donc tout ce qui est voyage, catalogue, publicité, site web, foire internationale. Et puis, on va réfléchir sur les moyens pour financer notre stratégie export. Donc, déjà, quel montant l'entreprise peut consacrer elle-même? Est-ce qu'elle va avoir besoin de faire un emprunt? Est-ce qu'elle va recourir à la facturage? Et puis, est-ce qu'elle est éligible aux programmes gouvernementaux de soutien à l'exportation? Donc, les opérations. Donc là, on va vraiment faire une description rapide de la nécessité ou non d'adapter les éléments suivants à nos projets d'exportation. Donc, au niveau de notre capacité de production, est-ce qu'il y a des adaptations à faire? Au niveau de notre approvisionnement, sous-traitance, délocalisation à l'étranger, des équipements et de la technologie, des normes et certifications, de l'assurance, de la recherche et développement. On va ensuite démontrer qu'on a réussi à identifier les risques et qu'on a considéré des solutions. Donc là, par exemple, on va tenir compte des risques d'impayés. Donc là, on a considéré une assurance recouvrement. Le risque politique. Donc là, il y a aussi des assurances qui existent, mais il faut aussi vraiment rester constamment en veille de ce qui va se passer sur votre marché cible. Donc, pour vraiment être prêt à tout et puis surtout savoir dans quoi vous mettez les pieds et si ce marché est stable ou s'il y a des risques vraiment à considérer. Ensuite, le risque monétaire. Donc, il y a, comme je vous disais, des instruments bancaires et il est souhaitable quand même de travailler dans une devise stable. Au niveau du risque juridique, on peut très bien travailler avec un avocat et faire valider ses contrats commerciaux. On va mettre en place un échéancier pour la mise en œuvre de toutes ces étapes. Donc, c'est un calendrier. En fait, on va redéfinir l'objectif qui est visé. Donc, quelles actions vont être mises en œuvre, quelles ressources vont être nécessaires, et puis donc le délai d'exécution. Voilà, je suis disponible si vous avez des questions. Ah, j'entends pas. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne pense pas qu'il y a des questions, Claire. OK. OK. Encore, cette va être enregistré à votre va être disponible sur notre chaîne de YouTube pour voir encore.
Et merci beaucoup, Très bien. Claire. Merci beaucoup et bonne journée. Et bonne journée à toi aussi. Bye. Au revoir. Bye.